Europe 1. Votre invité ce matin sur Europe 1, Sonia Mabrouk, est essayiste, éditorialiste, historien également. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Nicolas Bavrez. Bonjour. Le menu s'annonce copieux et pas forcément digeste entre Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz qui déjeune ce midi à l'Elysée. Rien ne va plus entre Paris et Berlin, avez-vous écrit dans le Figaro. Faut-il arrêter de parler, Nicolas Bavrez, une fois pour toutes de couple franco-allemand ? Je crois que l'appellation, elle est trompeuse parce que c'est une appellation en fait française. Il y a une asymétrie qui est très très grande et qui s'est creusée avec les changements qui sont intervenus dans les années récentes. C'est-à-dire que en réalité, au départ, comme l'avait dit le général de Gaulle, les Européens sont des bâtisseurs de cathédrales et la fondation de la cathédrale, c'était la réconciliation franco-allemande. Sauf qu'au début, on avait un équilibre entre la force politique de la France et puis la force économique de l'Allemagne. Tout ça a beaucoup changé, c'est-à-dire que d'un côté, l'Allemagne s'est réunifiée, elle n'est plus un nain politique. Maintenant, elle va se réarmer de manière massive à la suite de la guerre d'Ukraine, avec l'objectif d'avoir la première armée conventionnelle d'Europe en 2030. Et de l'autre côté, la France s'est terriblement affaiblie au plan économique, au plan financier, où elle dépend de l'Allemagne aujourd'hui. C'est grâce à l'Allemagne et à l'euro qu'on ne se retrouve pas dans la situation de panique financière du Royaume-Uni, mais elle s'est aussi affaiblie en termes d'influence en Europe forcément, et elle n'est plus que le premier des pays du Sud. Donc on a un énorme déséquilibre, et du coup cette appellation de couple franco-allemand, c'est une appellation française qui c'est un peu le symétrique si vous voulez. Les Britanniques masquent leur déclin en faisant croire qu'ils ont une relation spéciale avec les États-Unis, et la France en Europe essaye de cacher son décrochage, sa dépendance à l'Allemagne avec l'appellation de couple franco-allemand. Mais c'est largement un mythe. C'est un mythe. Nous allons analyser ce déséquilibre, cette dissymétrie. Mais Nicolas Bavrez, Paris, là à l'instant, soupçonne Berlin de faire cavalier seul en voulant défendre d'abord ses intérêts avec le fameux plan d'aide de 200 milliards qui va créer des distorsions de concurrence. Est-ce qu'on a raison d'en vouloir à l'Allemagne de chercher à protéger ses intérêts? Réponse non, j'allais dire, si vous voulez, l'Allemagne est gaullienne. Dans un cadre d'Europe des Nations, Nations, elle défend ses intérêts. Alors, ça ne l'empêche pas de prendre en compte la solidarité, mais elle prend en compte la solidarité quand, quand elle n'a plus le choix et qu'elle se rend compte que c'est vraiment aussi son intérêt. Prenons l'exemple de la crise de l'euro. La crise de l'euro, les Allemands ont été contre la solidarité jusqu'au moment où ils se sont aperçus que si on laissait faire, le grand marché risquait d'exploser, et c'était un problème pour l'industrie allemande. Ça a été la même chose pour la pandémie, ça a été la même chose pour le plan de relance, où l'Allemagne a bougé et a accepté les 750 milliards d'endettement de l'Union quand elle a compris que l'Italie ne pouvait pas se sauver seule, ni l'Europe du Sud, et que si l'Europe du Sud s'effondrait, c'était l'euro et le grand marché qui partait avec. Donc c'est vrai que l'Allemagne défend ses intérêts. On ne voit pas pourquoi on peut la critiquer. Donc elle l'a fait dans le passé avec des dossiers extrêmement différents. L'agenda 2010, c'était une dévaluation compétitive. Les 200 milliards d'euros, c'est une nouvelle dévaluation compétitive. Donc ça va créer des problèmes de distorsion majeure, et c'est une vraie menace pour l'industrie des autres pays. La sortie unilatérale du nucléaire, ça nous a mis dans une situation européenne extrêmement compliquée. On peut aussi rajouter le Dieselgate, qui est à l'origine un problème Volkswagen et dont on a fait un problème pour l'ensemble de l'industrie, notamment l'industrie européenne. L'Allemagne défend ses intérêts, vous dites qu'on n'a pas de raison de lui en vouloir, et nous ? Est-ce que nous cherchons à préserver nos intérêts aussi ? Alors la France a toujours été... la France semble naïve, mais en réalité elle n'est pas naïve, elle est faible. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à défendre nos intérêts? Pourquoi, par exemple, un bon exemple qui est l'espace. Les Allemands ont pris la main. Pourquoi? Parce que les Allemands sont devenus très largement les premiers contributeurs. Et donc, à partir de là,
ils ont contourné le spatial français avec des start-up allemandes, et ils risquent d'arriver la même chose sur l'armement. Mais pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? Pourquoi est-ce que la France n'arrive pas à défendre ses intérêts? Parce qu'elle est considérablement affaiblie et parce qu'on est dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'Allemagne. On a maintenant un rapport entre les deux économies. Si vous voulez, il y a 15% d'écart de richesse entre un Français et un Allemand aujourd'hui. Il y a une dette de 70%. Pourquoi est-ce que les Allemands peuvent engager 200 milliards d'euros? Parce que leur dette est à 70% du PIB. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Parce que notre dette est à 112,5% du PIB. Donc écart de puissance économique et financière qui n'est pas rattrapable selon vous. Ah ben, tout est rattrapable, mais ça veut dire qu'il faut changer et qu'il faut se remettre en question. Ça, on va en et parler. si vous voulez, un des éléments quand même intéressants, c'est que oui, les Allemands ont commis d'énormes erreurs. Leur modèle mercantiliste fondé sur la dépendance à la Chine pour les exportations, la dépendance au gaz russe pour l'énergie, la dépendance aux États-Unis pour la technologie et la sécurité, ça ne marche plus. Mais notre modèle, il est tout aussi insoutenable. Mais comment le modèle de la décroissance à crédit, oui. un modèle où, si vous voulez, aujourd'hui on a 0% de croissance, on va avoir 6% de déficit public, on a 155 milliards de déficit commercial, ce qui veut dire aussi 6% du PIB. Ça, c'est insoutenable. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui en France, tout le monde parle de la remise en question du modèle allemand, et c'est vrai, mais personne ne parle de la manière de reconstruire le modèle français. À vous entendre, Nicolas Babrez, il faudrait une transformation radicale. Est-ce qu'on en a encore les moyens? On va y venir. Je voudrais juste, parce que vu de France, et quand on écoute attentivement Emmanuel Macron, c'est l'Allemagne qui s'isole en faisant cavalier seul. Donc je vous pose la question, est-ce que c'est l'Allemagne qui s'isole ou est-ce que c'est la France qui disparaît du projet européen de l'Allemagne? Non, mais c'est la France qui disparaît, pas du projet européen de l'Allemagne, c'est la France qui disparaît du projet européen tout court. L'Allemagne n'est évidemment pas isolée. Dans les problèmes qui se posent aujourd'hui, il y a les problèmes sur la vision de l'Europe. Le chancelier Scholz est allé à Prague faire un discours qui s'adresse à l'Europe du Nord, l'Europe balkanique et l'Europe orientale. Le projet de l'Allemagne d'une union à 30-36 avec majorité qualifiée, c'est un projet où les Allemands sont majoritaires. Parce qu'autour de l'Allemagne, entre les Balkans, l'Europe orientale et l'Europe du Nord, on trouve assez facilement 14 ou 15 pays. Autour de la France aujourd'hui, on ne trouve personne. La réalité, c'est que ce n'est pas du tout l'Allemagne qui s'isole. C'est la France qui est isolée. Elle est pour l'instant... Elle a basculé dans les pays du Sud, mais elle est loin d'être alignée avec l'Italie ou l'Espagne ou le Portugal. Et si vous voulez, ce qui est grave, c'est pas évidemment c'est grave pour notre pays, mais c'est grave aussi pour l'Europe, parce que ce qui reste vrai, c'est que donc le couple est un mythe, mais l'idée du général de Gaulle, qui est qu'on ne peut pas avoir une union, et a fortiori une union politique, si on n'a pas une relation franco-allemande en tout cas forte, cette idée-là, elle reste juste. Depuis tout à l'heure, moi j'ai l'impression que vous décrivez, Nicolas Babrez, une Allemagne devenue gaulienne, même si parfois il faut la pousser à cela, alors que la France ne l'est plus. Oui, mais ça paraît... C'est quand même un constat qui est... Mais si vous voulez, la pensée du général de Gaulle, elle est très claire, c'est que il n'y a pas de démocratie sans souveraineté. Oui. La souveraineté, c'est la capacité à maîtriser son destin. On ne maîtrise pas son destin quand on a perdu le contrôle de son économie, de ses finances publiques et de l'ordre public. Mais alors que peut nous annoncer le président Emmanuel Macron ce soir? Il prend la parole sur des sujets essentiels, l'énergie, le pouvoir d'achat, les retraites, le budget, mis à part les ristournes, la protection des Français. Comment justement essayer de rattraper, en tous les cas de consolider cette souveraineté, cette recherche de souveraineté? Et si vous voulez, on a deux questions ce soir. Il y a une question de politique de court terme qui est qu'est-ce qu'Emmanuel Macron veut faire de son quinquennat? C'est quand même une situation extrêmement étrange. Le savez-vous? Est-ce qu'on le sait? Je crois que personne ne le sait. En tout cas, moi, je ne le sais pas, mais je ne crois pas être le seul. Et la deuxième question pour le pays, qui est bien supérieure, c'est qu'on a cette avalanche de chocs et de crises. Donc, on a eu le krach de 2008, les gilets jaunes, la Covid, l'Ukraine, la crise énergétique. Donc, des secousses en chaîne. On a donc un pays qui est en train de déraper d'un point de vue économique, financier, qui a plus de cap politique avec sa majorité relative, qui a plus de politique étrangère. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui,
on est quand même dans une situation qui a jamais été aussi difficile depuis les années 30. Donc ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il soit pas Lebrun, c'est qu'il y ait un chef et qu'il y ait un État. Et donc, ce chef à la tête de cet État qu'il faut remettre en route montre un cap et donne un espoir sur la manière dont on peut gérer ces chocs et tracer une ligne de sortie de crise. Mais pour ça, il faut partir du réel. Il faut arrêter d'être dans un système où on a un président, on ne sait plus où il est, mais il parle. Mais il n'y a aucune action entre les mots et les choses. Oui. Il y a un énorme écart. Un énorme écart aussi entre votre discours et ce que disent les ministres, les membres du gouvernement qui se succèdent notamment à ce micro, parce qu'ils nous décrivent une France qui paraît relativement préservée, notamment dans le domaine de l'inflation, en comparaison avec nos voisins. Que pensez-vous de ce discours qui est dans la réalité ? Je pense qu'il y a une grande illusion parce que à court terme, c'est vrai que à cause de l'ampleur des plans Covid et à cause de la poursuite du quoi qu'il en coûte masqué, il y a eu un effet d'amortisseur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il va y avoir de la croissance en 2022 en France. Le taux de chômage est à peu près stable et par ailleurs l'inflation est inférieure à ce qu'elle est ailleurs. Mais en réalité, le retournement, il a déjà commencé à se faire. Quand on regarde l'industrie manufacturière, par exemple, on est déjà en train de diminuer. Donc l'an prochain, il y aura une croissance nulle où on sera peut-être même en récession puisque la zone euro va être en récession. Et surtout, il y a ce que j'expliquais sur les fondamentaux. Il y a un déficit public qui va aller à 6% du PIB au moins, et il y a un déficit commercial qui est abyssal. Et donc, derrière, il y a une situation d'insoutenabilité complète. Et là où le monde a aussi changé, je le répète, c'est qu'il faut regarder ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est la même population que la France, c'est le même PIB à peu près que la France. Alors, il y a eu l'énorme faute historique, politique du Brexit. Ensuite, un gouvernement, le gouvernement de Madame Truss, qui a une politique économique complètement aberrante, mais la sanction du marché a été d'une rare violence. C'est ce qui nous attend, selon vous ? Oui, si vous voulez. Attendez, c'est-à-dire que la situation anglaise, avec ce qui se passe, qui est dramatique pour une grande partie des Britanniques, c'est ce qui nous attend en France ? Si vous voulez, aujourd'hui, la dette française, elle est à 112% du PIB, la dette britannique, elle est à 100% du PIB. Les fondamentaux de l'économie française, ils ne sont pas plus brillants que les fondamentaux de l'économie britannique. Qu'est-ce qui nous protège aujourd'hui ? C'est simplement, pour l'instant, l'euro et l'idée qu'il y aurait une garantie implicite de l'Allemagne sur la dette française, ce qui en réalité est faux. Donc, est-ce que c'est possible ? Réponse oui, ça s'est passé pour l'Italie en 2011. Et donc, il y a une remontée, si vous voulez, du risque France qui est spectaculaire. Et il ne faut jamais oublier qu'un point de taux d'intérêt en plus, c'est 40 milliards de charges en plus au bout de 10 ans. Et ça, c'est les faits. Voilà, personne ne peut les contester. Donc, c'est pour ça que cette espèce de discours, d'abord, contrairement à ce qui est dit, on continue le quoi qu'il en coûte, et en plus, on ne met pas l'argent sur la production. On est passé de la santé à l'énergie sur le quoi qu'il en coûte, pour vous ? Oui, bien sûr. Et on met l'argent, en plus, on continue à mettre l'argent sur la redistribution. On ne le met pas sur la production. Or, notre énorme faiblesse, c'est la production. Tout cela a lieu sur fond de guerre en Ukraine. Dans ce même article du Figaro où vous parlez de feu du couple franco-allemand, vous décrivez un basculement du monde, Nicolas Bavrez, avec des démocraties qui régressent. Vous parlez d'une boîte de Pandore qui est ouverte, du chaos international avec l'Iran au Liban, Erdogan en Arménie, Xi Jinping et Taïwan. Mais quels sont aujourd'hui, avec ce tableau ce matin pour nos auditeurs qui nous écoutent chez eux, dans la salle de bain, en voiture, quelles sont les raisons malgré tout d'espérer, de croire encore en l'avenir ? Alors, à la place de la France. D'abord, c'est vrai que le monde a vraiment changé, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc c'est spectaculaire, la stagflation, la guerre qui est menée et qui a un double front, un front ukrainien, mais il y a une guerre hybride contre l'Europe menée par la Russie, les problèmes climatiques, enfin bref, ça c'est un basculement considérable. Est-ce qu'il faut voir tout en noir ? Réponse non. Dans ce tableau, il y a il y a au moins 3 choses qu'on peut dire. La première, c'est que les empires autoritaires vont pas si bien que ça. Xi Jinping a ruiné la croissance chinoise et ça, le sacrifice de l'économie à l'idéologie, ça se finit rarement bien. La Russie, échec stratégique complet. Recep Erdogan, lui aussi, a ruiné son économie. Et en Iran, vous avez vu évidemment la révolte, non seulement des femmes, mais vraiment de la société iranienne. Et cette fois-ci, c'est contre le régime et contre la théocratie. C'est pas pour demander des réformes. La deuxième chose, c'est que dans le monde entier,
entier, on a des gens qui aujourd'hui se battent pour la liberté. C'est vrai en Ukraine, c'est vrai en Iran, mais c'est vrai aussi à Cuba, à Caracas, à Alger, à Taïwan, dans beaucoup d'endroits. Donc, il se trouve que c'est plutôt dans les démocraties qu'on a perdu la foi dans la liberté. Et la troisième chose sur la France, c'est que c'est un pays qui a des hauts et des bas vertigineux. C'était la 4e puissance économique du monde en 1900 comme en 2000. Mais entre-temps, il y a eu une plongée terrible dans les années 30. Et vous voyez, en 45, le PIB français, c'était la moitié de ce que c'était en 39. Tout le monde attendait le chômage et en retour aux années 30. En réalité, on a retrouvé notre niveau de production dès 48. Pourquoi ? Parce que les Français ont travaillé 56 heures par semaine et parce qu'on a changé le modèle, parce qu'il y a eu les réformes de la libération, il y a eu les nationalisations, il y a eu... Alors aujourd'hui, on ne va pas refaire 1945, mais en revanche, il faut changer le modèle. Donc nous sommes devant une reconstruction, comme en 1945. Et on peut regarder ce qu'avait fait, c'était le mot qu'employait Mario Draghi pour l'Italie, et je pense qu'il avait raison. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est reconstruire un modèle français qui soit adapté au XXIe siècle. Énorme défi, on verra si Emmanuel Macron en parle ce soir. Merci Nicolas Babrez pour ce constat, je vais dire, sévère, peut-être lucide surtout, c'est le mot qui sied. Mais merci avec une touche d'espoir. Toujours. Écoutez, voilà, il y a du travail, il y a du pain sur la planche. Merci Nicolas Bavrez. Merci beaucoup. Merci Sonia Mabrouk. Gaspard Proust est avec nous dans un instant sur Europe 1.